Bonjour, bienvenue aux Essentiels en oncogériatrie. Je suis le docteur Jean-Yves Nimier, coordinateur médical de l'UCOG Lorraine, et nous allons parler aujourd'hui de l'hypnothérapie en présence de monsieur Rémi Etienne. Donc bonjour, je m'appelle Rémi Etienne, je suis infirmier en équipe mobile de soins palliatifs à l'Institut de cancérologie de Lorraine et j'ai une activité d'hypnothérapie dans l'institution depuis maintenant un peu plus de 10 ans où on prend en charge toutes sortes de problématiques en lien avec le cancer pour les patients. Comment est-ce que vous définiriez l'hypnothérapie ? L'hypnothérapie, en fait, c'est une approche thérapeutique. Pour bien la définir, je pense qu'il faut vraiment se centrer plutôt sur l'état hypnotique à proprement parler. L'hypnose, qu'est-ce que c'est ? L'hypnose, en fait, c'est un état de conscience modifié par des suggestions qu'un thérapeute va délivrer à un patient. Donc c'est à la fois la technique qui permet d'induire un état, l'hypnose, mais c'est aussi l'état en tant que tel, c'est-à-dire l'état hypnotique, qui aujourd'hui est bien documenté sur le plan neurologique. On sait exactement ce que c'est qu'être en état d'hypnose. Et en fait, l'hypnothérapie pourrait se définir comme l'utilisation de cet état de conscience modifié à des fins thérapeutiques pour changer, modifier le rapport d'un patient à un problème. Quelles sont actuellement les indications de l'hypnothérapie dans le domaine de la santé ? Alors les indications de l'hypnothérapie sont aujourd'hui assez larges. Si on se centre vraiment sur les données de la science, celles qui sont les plus documentées aujourd'hui, on sait que l'hypnose a un vrai intérêt dans le champ de la douleur, notamment de la douleur aiguë, accompagnement de patients avant un examen douloureux ou gestion de la douleur aiguë dans un caractère d'urgence par exemple, mais ça a aussi un intérêt dans la douleur chronique. On peut citer d'autres indications, notamment dans le champ de la psychothérapie, comme effectivement les syndromes de stress post-traumatique, par exemple la gestion, le contrôle de l'anxiété ou de certaines émotions, et puis d'autres indications peut-être un peu plus spécifiques comme la gestion des nausées par exemple chez les patients anxieux ou des bouffées de chaleur chez des patients sous hormonothérapie par exemple. Et dans le domaine de la cancérologie ? Alors là, comme je viens de l'aborder, effectivement, si on se centre vraiment sur le domaine de l'oncologie, on va retrouver beaucoup d'indications qui peuvent être intéressantes. Évidemment, tous les gestes invasifs qu'un patient peut avoir du début jusqu'à la fin de son parcours en oncologie. Ça peut être aussi la gestion des effets secondaires induits par la maladie ou les traitements. Donc je l'ai abordé tout à l'heure, ça peut être les nausées anticipatoires induites par la chimiothérapie, par exemple, toutes les nausées que les patients vont ressentir en périphérie de leur traitement. Principalement les nausées d'origine anxieuse, parce qu'il y a des nausées qui peuvent être d'origine médicamenteuse ou induites par un virus par exemple. Là on sait que l'hypnose a un véritable intérêt pour les patients qui présentent ce type de nausées anxieuses avant les traitements. Effectivement les patients qui vont aussi présenter des bouffées de chaleur en cours d'hormonothérapie, comme je l'évoquais aussi, c'est-à-dire ces bouffées de chaleur qui sont induites par un traitement hormonal qui va aller bloquer le système hormonal, et puis ces patients vont ressentir un certain nombre d'effets secondaires, comme les bouffées de chaleur, et on sait que l'hypnothérapie a un intérêt dans ce domaine-là, spécifiquement en oncologie. On pourrait aussi citer tout ce qui est douleur chronique, gestion de l'anxiété, accompagnement aussi, là c'est un travail plus psychothérapeutique autour de l'incertitude, de l'accompagnement aussi de la gestion du stress tout au long de la maladie. Y a-t-il des particularités chez les personnes âgées de plus de 75 ans ? Il y a des particularités chez la personne âgée avec l'hypnose, alors qui sont évidemment à nuancer, mais je vais quand même en parler. On sait, il y a une échelle en fait qui a été établie maintenant depuis un certain nombre d'années, qui s'appelle l'échelle de Stanford, qui essaye de mesurer le niveau de suggestibilité des patients en fonction de leur âge. Et on sait que au bout d'un certain âge, à partir de la quarantaine à peu près, ce seuil de suggestibilité a une petite tendance à décliner. Alors ça, c'est les études vraiment qui ont été menées autour de l'hypnose et de la suggestibilité. Maintenant, en pratique clinique, on sait que même les personnes âgées sont totalement réceptives à l'hypnose, à l'hypnothérapie. Ce qui va vraiment être peut-être important à prendre en compte, c'est évidemment toute l'histoire biographique de la personne et comment on peut effectivement s'en resservir dans le champ de l'hypnose pour pouvoir aller intéresser, capter l'attention d'une personne en s'adaptant aussi à sa personnalité, à sa culture, à tout plein de paramètres qui vont rentrer en compte dans ce type d'accompagnement.
Et quelles pourraient être les pistes de développement en cancérologie de la personne âgée ? Je pense il y a tout un volet en hypnose autour de la communication qui est très importante. On va parler de communication hypnotique. C'est un volet qui est finalement moins connu et qui peut être tout à fait intéressant, notamment pour mener les entretiens. Je pense en oncogériatrie, tout ce qui va toucher aussi autour de l'annonce. Donc c'est-à-dire que c'est un volet de communication qui est hyper important puisqu'on va aller apprendre aux professionnels de santé, par exemple, à utiliser les bons termes pour communiquer, pour annoncer, pour reformuler peut-être des choses qui n'auraient pas été bien comprises auprès des personnes, et notamment des personnes âgées où parfois il faut prendre peut-être un peu plus de temps pour pouvoir expliquer un concept ou en tout cas le décliner. Et puis je pense aussi qu'il y a quelque chose autour de la symptomatologie qui est particulière, notamment le cumul des symptômes qu'une personne âgée peut rencontrer, à la fois le cumul en lien avec son âge, et puis cumul avec la maladie cancéreuse. Donc l'hypnose va vraiment englober, si je puis dire, toutes ces dimensions-là, et y trouver un intérêt certain. Quel est l'impact de la présence de troubles neurocognitifs dans le processus d'hypnothérapie ? Alors je pense que ça ne rentre pas dans le champ des contre-indications de la pratique de l'hypnose. On sait que l'hypnose reste une thérapie quand même de la communication. Il faut qu'il y ait quand même un certain niveau de compréhension de la personne pour pouvoir adhérer, et puis aussi une mémoire à minima conservée, puisqu'on va travailler beaucoup aussi avec la mémoire, avec les souvenirs. Donc je ne dirais pas que c'est une contre-indication à proprement parler, peut-être une limite, un certain seuil à un moment donné si il pourrait y avoir des troubles de la mémoire ou, je vous le disais, des troubles de communication particulière. Voilà, les seuls peut-être biais qu'on pourrait évoquer dans ce type d'accompagnement. Merci pour votre attention et à bientôt pour un nouvel épisode des Essentiels en oncogériatrie.